Vraiment le plus gros et le plus conséquent équipement qui me manquait dans mon parcours et dans ma progression dans l'overlanding. Qu'est-ce que j'en pense d'un point de vue matériaux, des finitions, de l'usinage, de l'isolation aussi. Du coup je vois cette arbalète, je la vois à 50 €, je lui envoie un message au Illico, quittez le petit champ Illico. Votre véhicule il a l'éthanol? Je pars au niveau du Mont Ventoux, donc je profite directement et instantanément de la tente de toit. Premier jour que je la pose, premier soir je dors de... Salut les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je pars chez iCamper à Avignon pour aller chercher ma tente de toit. Comme vous le savez déjà peut-être, iCamper du coup a décidé de rejoindre l'aventure de Redbeard Overland. Donc c'est le sponsor officiel de Redbeard Overland. Et du coup dans le cadre de notre partenariat je vais aller chercher ma tente de toit. Vraiment le plus gros et le plus conséquent équipement qui me manquait dans mon parcours et dans ma progression dans l'overlanding. Alors ça c'est un autre sujet que j'aborderai dans une autre vidéo. La grande question de pourquoi est-ce que j'avais une tente au sol et pourquoi est-ce que j'avais pas de tente de toit. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc moi du coup je suis parti assez tard en fait de Nantes. Moi j'habite à Nantes, donc je vous montre en direct le tracé que je dois faire pour aller à Avignon. Donc en gros je traverse la France. Donc là on est le lundi, je dois aller chercher ma tente de toit mercredi vers 14h30, 15h dans ces heures là. Et donc du coup vu que je traverse toute la France et que j'ai ma mère qui habite en Auvergne, et bien évidemment je vais faire un stop en Auvergne chez ma mère. Mais pas que. Ensuite je vais à Avignon, je passe un bon moment avec l'équipe qui sera sur place d'iCamper parce que c'est une multinationale, c'est une entreprise qui est répartie sur pas mal de pays. Et donc forcément en France, même si c'est eux qui gèrent la partie Europe du Sud, en France il n'y a pas toute l'équipe. Il y a une partie de l'équipe qui est aux États-Unis, il y en a un qui est au Mexique, il y a quelques personnes aussi qui sont en France, qui sont là du coup pour répondre à vos questions, pour vous aider si vous avez besoin de quelque chose, ou même directement pour vous aider à installer la tente de toit si vous voulez aller la chercher directement dans leur entrepôt chez eux. Donc iCamper France a bel et bien une équipe en France, parce que bon bah ça arrive, vous voyez bien les marques, ils font des comptes Instagram dans tous les pays et toutes les régions qui existent, mais ça veut pas forcément dire qu'ils sont en France. Enfin tout ça pour dire que iCamper France sur Instagram, eh ben, ils sont bien en France, ils ont bien une société en France, ils ont bien une équipe qui est à Avignon, qui est là pour répondre à vos questions, vous aider si vous avez besoin d'installer la tente de toit, par exemple si vous allez la chercher directement à leur entrepôt, comme moi j'ai décidé de faire pour cette vidéo. Bon en réalité vous n'avez pas beaucoup besoin d'aide pour installer une tente de toit, c'est super simple. Donc pour mon trajet vers Avignon, j'ai décidé de profiter du fait de traverser toute la France, parce que moi j'habite à Nantes, donc je suis vraiment à l'opposé d'Avignon. Si je voulais y aller en direct, il y a à peu près 10 heures de route, je me suis dit il faut que je rentabilise ce trajet. Sur l'aller, je m'arrête bien évidemment chez la famille, je vais chez iCamper, on passe un bon moment tous ensemble, je vous montre tout ça de toute manière en vidéo, vous allez le voir dans cette vidéo là. Une fois que j'ai récupéré ma tente de toit chez iCamper, je pars au niveau du Mont Ventoux qui est dans le parc national il me semble du Luberon, pas loin du Luberon. Donc je profite directement et instantanément de la tente de toit, premier jour que je la pose, premier soir je dors dedans. Donc là vous verrez aussi en vidéo est-ce qu'il est ouvert etc, parce que c'est la grosse question du Mont Ventoux à chaque fois, on sait pas quelle période il est ouvert, en plus vu qu'il y a eu des incendies, des feux de forêt, ils l'ont refermé plus tôt, donc on verra ça. Si je me prends un gros vent parce qu'il y a une barrière qui est fermée, bah tant pis j'irai ailleurs hein. L'avantage c'est que je serai déjà un peu en nature, donc je pourrais trouver plein d'autres coins pour me poser avec la tente de toit et puis du coup vous donner vraiment ma première impression, ma première nuit dans la tente de toit. Qu'est-ce que j'en pense d'un point de vue matériaux, au niveau du toucher, au niveau des finitions, de l'usinage, au niveau de l'isolation aussi. Est-ce que je vais avoir du bruit de vent parce que j'ai vu qu'il y avait un petit peu de vent, est-ce que ça va me gêner le bruit du vent? Est-ce que vraiment je vais ressentir l'intérêt d'avoir une coque rigide par rapport au fait d'avoir une coque souple? Est-ce que c'est si rapide que ça à ouvrir et à fermer? Et bien on va voir tout ça en vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai? Toujours le frigo de Florian Vex, il faut que je lui rende d'ailleurs, mais merci, hein, c'est sympa. Franchement ça va, il fonctionne. Bon après comme vous l'avez vu dans notre expédition Overland en Espagne, on a eu plein de problèmes avec, mais pour des petits trajets comme ça marche très bien, au moins ça permet de conserver ma viande. Quand j'arrive chez ma mère je remets tout dans un frigo, etc. Bon pour l'instant là je parle, il reste ouvert, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc à manger ce soir pour la route, hop, petit tupperware. Le top du top, donc du chou rouge, du riz, on voit rien mais il y a du poulet, du riz, du chou rouge, des poivrons rouges, jaunes, petite huile d'olive, du sel, du poivre. Vous voyez ça les gars, c'est parfait à manger quand vous faites de la route, c'est nickel. Avec ça vous faites le plein d'énergie, vous êtes concentré. C'est pas un sandwich de merde avec un indice glycémique complètement pété sur le pain qui fait qu'à une heure après tu fais une grosse hypoglycémie, t'as trop faim, t'es fatigué, etc. Faites directement des tupperwares avec du riz, avec des pâtes froides, etc. Enfin c'est nickel, vous verrez ça vous tiendra beaucoup mieux au ventre et vous aurez une meilleure énergie.
Donc une fois que j'ai dormi au Mont Ventoux, ensuite je pars à l'ouest de Marseille au niveau de Carie. Je vous mettrai précisément le titre dans la vidéo parce que je me souviens pas du terme exact, je suis jamais dans cette région là. Je pars à la mer et là j'ai ramené ma combinaison. Alors malheureusement en fait j'ai fait une commande sur un site, je vais pas les nommer parce qu'ils m'ont vraiment agacé et si j'en parle je crois que je vais les finir donc je vais pas en parler. Je devais recevoir ma combinaison de plongée normalement pour vendredi. Vendredi ils m'ont dit que c'était pour lundi et forcément j'appelle JLS, la société de livraison. J'ai fait une commande avec 3 articles, il y en a un qui était en cours de rapprovisionnement, sauf que quand j'ai commandé c'était écrit en stock et donc je leur ai dit écoutez cet article là c'est pas grave, j'en ai pas forcément besoin, par contre un truc dont j'ai vraiment besoin c'est ma combi. J'ai vraiment besoin de la combinaison de plongée et la bouée pour me signaler parce que c'est obligatoire. Le problème c'est qu'ils mettaient tellement de temps à répondre entre chaque message que tout prenait un retard inconsidéré, puis à la fin j'ai vu qu'ils m'ont annulé du coup un produit dans ma commande, ils m'ont pas remboursé mais ils m'ont fait une nouvelle commande où je devais payer que les frais de port, donc c'est à dire que je repayais encore des frais de port et je lui aurais dit si vous me faites tout ça, vous me faites payer des frais de port supplémentaires etc pour que finalement je la reçoive pas, ça va pas le faire. Et ce qui devait arriver arriva, je ne l'ai pas reçu. Et d'ailleurs le tracking de GLS est complètement arrêté, il n'y a aucune information. J'ai essayé d'avoir une standardiste ce matin au téléphone, elle m'a raccroché au nez, je vous jure qu'elle m'a raccroché au nez parce que moi avec elle j'ai trouvé des solutions. Je lui ai dit apparemment il est à Angers le colis, si le colis est à Angers, moi au pire je vais faire un détour, c'est pas grave, j'ai envie d'avoir ma combi et ma boîte de signalisation. Et la meuf, je te jure, elle s'en battait les couilles total, elle m'a dit à la fin si vous êtes satisfait merci de répondre au sondage et puis hop elle a raccroché pendant que je parlais quoi, elle n'avait rien à... Bref, je vais revenir au sujet principal, Mont Ventoux, ensuite je descends à l'ouest de Marseille. Là à Marseille le but ça va être de camper à côté de la plage. Alors j'ai vu que ça a l'air beaucoup plus compliqué que dans le Finistère, que dans le Morbihan, en Bretagne etc. Ceux qui me suivent sur Instagram du coup vous savez, vous avez déjà vu toutes les petites stories que j'avais mis à ce sujet là et tous les petits échanges de messages que j'ai pu avoir. Nous en Bretagne en fait t'as des accès directs sur la plage en fait, donc tu peux y aller poser en 4x4. Bon vous connaissez mes compétences sur le sable. Mais j'ai vraiment pas eu de chance ce jour-là. Tout ça pour dire qu'en Bretagne, c'est très simple de trouver des petits coins sauvages, des coins où il n'y a personne, où tu peux très facilement te poser avec ta tente de toit, t'installer, te faire un petit barbecue et tu vas croiser personne, si ce n'est des vieux qui vont te faire des coucous de loin et qui vont être contents de te voir. C'est pas pour rien les gars que j'ai ça sur la lunette arrière. Hein. C'est ultra stylé. La Bretagne, c'est ultra stylé mec, c'est hyper sauvage. Quand tu veux la jouer à l'australienne, tu vois, aller pêcher directement ta bouffe, puis la cuire avec le 4x4 sur la plage, la tente de toit et tout, vraiment le délire à l'australienne, et ben en fait le délire à l'australienne il est beaucoup plus facilement réalisable en Bretagne que sur la Méditerranée, mais vraiment. Donc je vais non seulement camper près de la mer au niveau de Marseille, enfin en tout cas à l'ouest de Marseille, je vais éviter de me rapprocher de la ville justement pour pouvoir avoir de la tranquillité et me mettre tranquillement dans un coin sans gêner personne et sans être dérangé non plus. Et l'objectif va surtout être de plonger à côté de Marseille, de faire un petit peu d'apnée et de la chasse sous-marine. Et en fait c'est pour ça aussi qu'il est un petit peu tard et qu'il me reste encore 3-4 heures de route. C'est qu'en fait au dernier moment j'ai regardé un peu sur le bon coin pour trouver un harpon, une arbalète de chasse sous-marine parce que j'en ai pas. Et je me suis dit bon plutôt que de l'emprunter à quelqu'un et tout, au pire je vais regarder si je peux pas en trouver une pas chère et puis ça fera le taf. J'ai trouvé un modèle en bois et tout qui était à 50 €. J'ai essayé de chercher la référence, Champion by Cavallero, produit qui est fabriqué en France, à Marseille, Mouréa, 42 pouces donc 106 cm. Du coup je vois cette arbalète, je la vois à 50 €, je lui envoie un message au mec, je lui dis quel est l'état et tout, est-ce qu'elle fonctionne. Est-ce que quand j'appuie dessus la flèche part et puis c'est bon, ça prend le poisson et moi après je peux le ramener, le découper, le vider et le cuisiner directement au bord de la mer avec mon 4x4. C'est la seule question que je lui ai posée. Il m'a dit oui mais il faudrait peut-être changer les sandaux, donc les élastiques, pour plus de sûreté parce qu'ils vont peut-être casser tu vois depuis le temps. Et là du coup je commence un petit peu à me renseigner sur le modèle et je vois que je trouve quasiment rien, si ce n'est sur un vieux forum en 2005-2006, un mec qui dit que c'était un super harpon, qui était assez rare, qui était pas mal recherché visiblement. Ensuite je regarde un petit peu sur eBay s'il y a déjà eu des ventes sur ce modèle et je trouve un mec qui l'a vendu il y a 2-3 ans pour 175 $. Et là je te dis ok bon c'est plutôt un bon plan, puis au pire même si ça me convient pas, je l'ai acheté 50 €, je vois qu'il y a un mec qui l'a vendu 175 $. Bon, je pourrais le revendre au moins 50 € et j'aurais rien perdu. Et donc, comme d'habitude, quand tu achètes des trucs sur le bon coin, tu fais une belle rencontre, tu rencontres un mec passionné qui fait de la chasse sous-marine, qui m'a donné plein de conseils, qui m'a filé de la petite corde, là, une corde spécifique qui est doublée avec du Kevlar. Donc les gars, je suis trop content du coup d'avoir trouvé ça. L'objectif, ce serait d'essayer de vous faire une vidéo catch and cook. C'est un concept aux États-Unis, en Australie qui fonctionne super bien. En totale autonomie, tu vois, aller avec le CRV, près de la plage, je pars faire de la plongée en apnée, je vous filme ça à la GoPro, ensuite je chope un poisson, j'espère que je vais y arriver, je le ramène au 4x4 et ensuite on le cuit sur le Disco Series, du coup le système de cuisson de iCamper, avant du coup d'aller dormir dans la tente de toit, aussi de iCamper. Désolé, ça fait beaucoup de iCamper, mais en même temps, c'est mon sponsor. Bon, j'ai pas fini de manger, ma bouffe est là et je vais continuer de manger en roulant parce que je veux pas arriver trop tard, déjà que je vais arriver à minuit, ça suffit. Donc là, on va quitter
quitter le champ illico. Quitter le petit champ illico. Ah bah les gars, j'ai dû couper parce que c'était la police. C'était la police les gars, c'est pour ça qu'il y a une voiture qui est arrivée que j'ai coupé. Et en fait ils m'ont dit qu'ils étaient passés tout à l'heure et qu'ils se sont demandé comment ça se fait que la voiture était dans le champ au début avec les feux allumés, et puis ils sont repassés, il y avait les feux éteints, donc du coup ils sont passés contrôler. Du coup ils m'ont juste demandé mes papiers. Comme par hasard je les trouvais pas, ma carte grise et la carte verte d'assurance, mais je les ai sur mon téléphone. Je leur ai expliqué, ils ont pris mon permis de conduire. En fait maintenant je crois qu'ils ont des dossiers comme ça, ils ont accès à tout il me semble maintenant. C'est pas la première fois que je me fais contrôler, on vérifie juste mon permis de conduire, après sur leur téléphone ils vérifient quelque chose. Donc je pense qu'ils ont accès à une base de données pour voir si tu es assuré, que tu as ta carte grise à ton nom, etc. Donc la vérifier l'immatriculation, etc. En filmant avec ma main alors qu'il y a la police encore derrière. C'est un vrai sujet de débat ça, la police. Que penser de la police? Il y a des gens qui détestent la police, il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui adorent la police. Moi je m'en fous un peu, j'aime bien les policiers, mais je pense que ça dépend des expériences que tu as pu avoir. Moi j'ai eu que des bonnes expériences en fait avec la police, même en faisant des conneries, même quand j'étais gamin. J'habitais à Carquefou, c'est une police très locale, ils nous connaissaient très bien. Et par exemple tu vois, j'avais des potes, toute la team en mode scooter 50 complètement modifié, débridé, tout le bordel. Et les mecs savaient quoi, et on les a déjà entendus dire plusieurs fois, ouais bon ça ira pour cette fois-ci, pas de problème les gars, de toute façon c'est très bien que si on cherche un petit peu on va trouver quelque chose. Et moi en fait j'ai eu que des policiers un peu comme ça que j'ai rencontrés. Alors des fois il y en a qui sont un petit peu froids, notamment une fois où alors moi j'étais en déplacement professionnel pendant le couvre-feu et je suis arrivé à 23h, le couvre-feu était à 19h, je suis arrivé à 23h en fin de compte au niveau d'un péage, et donc forcément les mecs m'ont arrêté, mais ce qui est normal tu vois, en même temps il y a un couvre-feu, il y avait que moi et des mecs en camion, et donc moi j'avais mon papier de l'entreprise etc, enfin de ma propre entreprise avec ma propre attestation qui atteste à moi-même en tant que patron que je peux me patronner moi-même. C'est vrai que cette fois-ci le mec faisait beaucoup la gueule, j'ai essayé de lâcher une petite blague, un truc comme ça, il y avait pas très réceptif, puis après dans ces moments-là tu as deux solutions, soit t'es bête et méchant et tu réfléchis pas plus loin que le bout de ton nez et tu te dis ouais c'est un pauvre con machin, il m'a parlé comme une merde, soit tu réfléchis un peu et tu prends du recul. Le mec il est à 23h sur un péage sous la pluie, il se fait chier à contrôler des gens pour leur demander leur attestation. Je veux dire, est-ce que moi j'aurais vraiment un sourire? Je sais pas. Oui, si demain tu me mets en mode stage à la police, je vais sourire à tout le monde. Mais quand ça fait des années que tu fais ça, quand les mecs font des nuits et tout, parce que je reconnais personnellement des policiers, et quand tu te dis que ouais mes nouvelles horaires c'est 18h 6h du matin, excuse-moi, mais 18h 6h du mat, moi au bout de 2 semaines c'est bon, je te dis plus bonjour quoi, je souris plus non plus. Ils ont un boulot qui est cool et à la fois très chiant aussi. C'est un gros équilibre et un gros mélange des deux, mais je pense que c'est exactement ce qu'ils aiment eux, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire tous les matins, tous les jours sera différent. Et donc moi j'ai eu que des bonnes expériences personnellement. Là les mecs étaient super cool. Après moi c'est pas très compliqué de savoir si le véhicule m'appartient, comme j'aurais dit, de toute façon les stickers Red Beard Overland partout, vous allez voir sur mon compte Instagram, sur YouTube, c'est écrit Red Beard Overland partout, donc t'inquiète pas, c'est le bien mon véhicule. Par contre j'ai fait une petite bourde parce qu'ils m'ont demandé ce que j'avais sur le toit, et là je lui ai dit c'est un bidon d'éthanol, et là il m'a regardé, bon ils étaient cool les mecs, hein. Mais il m'a regardé, il a fait votre véhicule il a l'éthanol? Non, c'est juste que je mélange un peu, vous voyez, vu que c'est devenu vachement cher, je fais des petits mélanges. En vrai, non, je fais pas de mélange, les gars, hein. J'ai un boîtier, je mets 100% éthanol dans mon véhicule, 100% éthanol, avec un petit peu d'additif pour augmenter le rapport calorifique, absorber l'eau qui s'entasse un peu dans l'éthanol. Enfin, voilà, je mets du C99 de Mecarun et du traitement de surface P18 dans mon huile moteur pour que ça roule bien. Mais là, ouais, j'ai fait une petite bourde parce que ma carte grise, elle est pas éthanol. Par contre, j'ai un boîtier qui lui est devenu homologué après que je l'ai acheté, tu vois, un truc complètement con. Donc c'est à dire que j'ai acheté le boîtier, il n'est pas homologué, mais genre 2-3 mois après ils ont sorti le même boîtier homologué. Mais bon, en tout cas c'est pour dire, c'est un vrai boîtier avec la sonde, avec tout ça, enfin c'est vraiment, il y a un calculateur, il y a une sonde de température, il y a démarrage à froid, enfin il y a tout, c'est vraiment un gros boîtier. Mais effectivement ma carte grise n'est pas passée en éthanol, et c'est une petite erreur effectivement, hein. Après normalement la police n'est pas censée t'embêter avec ça étant donné que tu as ton contrôle technique. Et je suis pas sûr qu'en vrai ils en aient quelque chose à foutre de ça. Tu sais, du moment que tu conduis bien, que tu es poli, que tu es respectueux, ton véhicule est en bon état de rouler, qu'il n'y a rien d'anormal sur toi, je pense pas que les mecs vont aller fouiller pour voir si ta carte grise est bien éthanol et aller goûter le carburant que tu mets, parce que tu sais c'est écrit nulle part que tu mets de l'éthanol, hein. La rencontre policière, ils se demandaient qu'est-ce que je faisais dans un champ, et comme j'aurais dit, je faisais mon intro. Je faisais mon intro. Donc ils sont arrivés, monsieur vous faites quoi? Je fais une intro. Bon allez, je continue la route, il me reste 3h30 de route, je vais manger un petit peu pendant que je conduis, ça dérange pas, je mets le régulateur, voilà, t'inquiète pas. Et puis voilà, on arrive du coup à minuit 20, et puis du coup, demain, journée relax, journée à la ferme, après-demain, iCamper.
petit arrêt au Burger King, juste pour prendre un café. Il reste encore à peu près 2 heures de route. 2h, 2h20. Donc je me suis pris un petit café pour la route et j'avais ramené un petit yaourt que je vais bouffer, tu vois. Parce que quand tu bouffes, ça t'occupe mine de rien. Hein. Donc n'hésitez pas à bouffer quand vous roulez, ça vous occupe, tu vois, t'es content. Comme les vidéos de l'asiatique qui mange, vous voyez, il passe un bon moment. Bah là, c'est pareil. Il n'y a pas de lumière, c'est parce qu'en fait, quand je conduis, je mets ça au minimum et je vous le conseille pour avoir aucune autre lumière autre que la lumière des feux sur la route et vous vous concentrez beaucoup mieux sur la route pour enlever toutes les lumières parasites. Encore une énième station qui a un problème de passerelle réseau sur leur putain de truc. C'est infernal. Je te jure, c'est... Je sais pas ce que c'est Super U là, ils doivent être en bug, il y a toutes les stations qui merdent. Puis comme par hasard, à chaque fois c'est la pompe qui a de l'éthanol qui merde, tu vois. Là-bas ça merde pas. Mais je ne vais certainement pas aller me foutre du carburant à 3 fois le prix alors que moi je peux rouler à 60 centimes. On dit que la jeunesse est perturbée aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec les téléphones au niveau de leur concentration et de leur attention sur la route. Mais je peux vous dire que cette génération-là des CD, c'est pas forcément mieux parce que putain, pour changer les CD tout seul quand tu conduis la nuit dans des chemins de montagne, tu vois, tu dois sortir l'autre, récupérer, hop, retrouver la bonne boîte, le mettre dedans, ensuite prendre l'autre CD. En plus, souvent, c'est des pochettes doubles, donc tu vois, tu ouvres, machin, il y a tous les CD qui tombent à côté. C'est quand même un sacré métier. C'est quand même un sacré métier. Alors, en plus, tu rajoutes ça. Il suffit en plus que tu filmes tout ça avec ton appareil. Ah bah alors là, c'est la catastrophe assurée. Mais c'est incroyable les gars, je suis encore à une station de carburant qui est indiquée du coup sur les applications d'éthanol. Et ça recommence. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde. Ici, c'est marqué que ça marche pas. Vous avez vu depuis quasiment tout le trajet, à chaque fois qu'il y avait une station avec de l'éthanol, il y avait un putain de plot et c'était fermé. Donc normalement j'ai suffisamment pour rouler, mais au pire j'ai un bidon toujours sur le toit de 10 litres si j'ai un problème, donc je pense que ça va la jouer comme ça. Petit réveil à la ferme. Et voilà, on est arrivé. De soie, poule marron fermière, avec des œufs chocolat. Petit entretien à faire avant d'espérer pouvoir partir au niveau de Marseille pour faire de la chasse sous-marine, c'est que ça, les sandos, c'est des sortes d'élastiques qui justement servent à propulser la flèche, c'est ça qui donne toute l'énergie cinétique en gros de la flèche. Ils sont vachement abîmés au bout, je sais pas si vous le voyez bien en vidéo, mais ici ils sont vachement abîmés, ils sont vachement craquelés. Et en fait quand tu tires, bah forcément ça sera encore plus. Et le gars qui me les a vendus m'a dit que le mieux ce serait de les couper. Tu vois, il y a un petit trou dedans, et en fait ici il y a une petite boule là-dedans. Donc les couper, raccorder ça, cette pièce là dans le sando ici,
Et ensuite faire un petit nœud constructeur à ce niveau-là, et puis mettre de la cyanolite sur le nœud pour être sûr que ça bouge pas, parce que bon, t'as quand même beaucoup de force de tension à ce niveau-là. Et j'aimerais pas que cette pièce-là casse pendant que je fais ma chasse sous-marine, parce que déjà ça peut être dangereux pour la flèche. Elle va casser, donc la flèche normalement ne va pas partir, mais ça peut être un peu dangereux quand même. Et surtout, je risque de perdre en fait toute cette pièce-là directement dans la mer, et je suis pas sûr de la retrouver. Donc du coup, c'est pour ça que je vais faire le petit entretien maintenant, avant de partir au niveau d'Avignon pour récupérer la tente chez iCamper, et ensuite de partir à Marseille pour faire ma chasse sous-marine, un petit bivouac près de la mer. C'est bon, j'ai déjà réussi à enlever un côté, donc en fait à l'intérieur c'est comme ça. T'as une petite boule de chaque côté qui tient du coup dans l'élastique. Et maintenant je vais devoir rentrer ça dans l'élastique, ce qui est pas du tout de la bonne taille, donc je sais pas, il va falloir forcer comme un gueudin. Bon, j'ai réussi à rentrer dedans en mettant un petit peu de salive. Et on m'a dit qu'il fallait mettre de la salive et pas du liquide vaisselle ou truc comme ça, parce que le liquide vaisselle ou de la graisse, ça reste gras, ça sèche pas, alors que la salive va sécher à terme et donc ça ne va plus coulisser. Donc là du coup je regarde une petite vidéo sur YouTube, tu vois, voilà, vous voyez une vidéo sur YouTube de moi tirer une vidéo sur YouTube. C'est vraiment très abîmé cette partie-là, et donc du coup en les coupant maintenant je suis à 9 ici. Donc ça devrait bien se passer, en tout cas j'ai hâte de tester ça. On le repasse par dessous. Celui-ci là, on le passe dans la bouclette qu'on vient de faire à l'instant. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à couper mes bouts de chaque côté de manière assez courte, puis mettre un petit peu de cyanolite pour souder le tout, pour éviter que ça bouge dans l'eau, etc. Après les sandaux sont loin d'être neufs, mais bon, je pense que pour mon usage ça devrait aller. Donc je remercie en tout cas encore la personne qui me l'a vendu sur le bon coin, de m'avoir filé la petite cordelette doublée en Kevlar avec, c'est très sympa, et la cyanolite. Franchement le mec était super cool, il m'a tout filé pour que je puisse faire mes modifications pour pouvoir chasser du coup ce week-end. Ça c'est pas mal, c'est les Sangs The Nomad Fox qui ont justement des petites serrures, et au moins ça évite, ça dissuade un peu une personne de me voler le bidon. Il peut toujours, parce que s'il a un couteau en vrai il peut couper le truc, mais on va dire que ça dissuade toujours un petit peu le mec qui a des mauvaises idées, le mec mal intentionné qui se dit tiens un bidon je vais le prendre. Bon, s'il veut vraiment le prendre il peut le prendre. Départ de l'Auvergne en direction de l'entrepôt iCamper à Avignon. A partir de là, il me reste 4h30 de route sans passer par les péages, mais surtout en passant à travers le magnifique parc naturel des Monts d'Ardèche. La météo est au rendez-vous pour assurer un paysage plus que grandiose, j'en aurais pris plein les yeux durant ce trajet. Quand je voyage seul, c'est vraiment plus difficile pour moi de pouvoir faire les deux convenablement, conduire et filmer. Vous n'aurez donc pas beaucoup de belles images de cet itinéraire, mais tout ce que je peux vous en dire, c'est que même tout seul, la route était loin d'être ennuyante. Eh ben, j'ai enfin fini par trouver du sain jus de betterave. Dis donc, qu'est-ce que ça a été long d'en trouver. Tout ça, ça m'a un petit peu retardé, mais bon. 75 centimes le litre, donc il est assez cher ici quand même. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de voyager seul, de faire de longs trajets en solitaire. Pour ma part, j'ai eu cette chance de pouvoir l'expérimenter dans ma jeunesse, notamment en Inde, où j'avais fait un bon périple entre Pondichéry, Chennai et Bangalore. Un étudiant indien était venu faire un Erasmus dans mon école de communication et on s'était liés d'amitié. Il s'appelait Nishan, et je pense qu'il se rappellera toute sa vie d'un virage très très serré que j'avais entrepris avec mon ancienne Honda Civic de 98. Qui était pas mal préparé, mais exactement le contraire du CR-V, c'est-à-dire très très bas et très rigide. Et la fois où je me suis le plus fait une frayeur au volant, eh bien c'était avec lui. Je vous rassure, pas de casse, pas de blessé, j'ai pu rattraper, et lui était mort de rire alors que moi j'étais limite traumatisé de ce qui venait se passer. Bref, de bons souvenirs aujourd'hui. Cet ami m'avait promis que lorsque je viendrais en Inde, notamment pour y voir mon père qui y vivait à cette époque-là, il viendrait me voir.
Avant mon arrivée en Inde, je l'avais informé de ma volonté de venir le voir à Bangalore, mais je n'avais pas encore de date précise, sachant que j'y restais quelque temps. Du jour au lendemain, j'ai reçu un message de lui me disant « J'arrive demain ». Et c'était fou, car le mec avait quasiment 10 heures de bus pour venir, alors que je lui avais dit que je viendrais à Bangalore. Et je me rappellerai toujours, il m'avait répondu « Oui, mais tu ne m'as pas donné de date, et vu que je t'ai promis que je viendrais te voir, eh bien, je viens ». Et quelques semaines plus tard, c'est moi qui allais faire cet itinéraire, mais en passant par Chennai sur le trajet, où j'y ai passé quelques nuits, car je m'étais aussi fait quelques amis là-bas. Des souvenirs dont je me rappellerai toute ma vie, de longs trajets en solitaire, où tu te retrouves avec toi-même, face à ta propre conscience, tu écoutes beaucoup de musique. C'est quoi ce bordel là? Je m'arrête, c'est trop. Attends, je reprends mes esprits. De podcasts, mais aussi tes propres réflexions et tes propres mises en perspective. C'est un exercice absolument formateur, je vous invite tous à tenter l'expérience de voyager seul, avec vous-même, au moins une fois. Et au mieux, de temps en temps, pour vous recentrer sur l'essentiel, pour faire le point, pour retrouver votre équilibre. Et comme on dit, c'est lorsqu'on voyage seul qu'on est parfois le moins seul. Lorsque vous êtes en solitaire, vous vous ouvrez aux autres, largement plus que lorsque vous êtes en couple, et encore pire, en groupe d'amis. J'ai jamais autant rencontré de personnes et créé de liens qu'en voyageant seul. Bon les gars, la route se passe magnifiquement bien, franchement c'est super beau, je suis passé par le parc national des Monts d'Ardèche, donc je suis passé également aussi par le Mont Gerbier qui est du coup la source en fait de la Loire. Donc c'est pour dire, moi qui vis dans le pays de la Loire, et ben en fait la Loire ne me quitte jamais, j'ai beau faire 1000 km. Bon là j'ai quand même pas mal avancé, il me reste encore à peu près 2 heures, 1h30, 2 heures de route, j'arrive là-bas vers 16h, on va prendre notre temps, on va prendre le temps également de vous filmer ça, de faire la rencontre avec l'équipe iCamper qui est sur place, leur poser les questions qu'il y a à poser, et puis de toute manière je vous filmerai également l'installation de la tente, comme ça vous verrez comment ça se passe, une installation de la tente iCamper Skycamp sur une galerie un peu comme la mienne, du coup qui est un petit peu différent des barres de toit plus traditionnelles. Et puis du coup toutes les questions, tous les doutes, les inquiétudes, tout ce que je pourrais me demander, me poser comme question lors du montage, et ben je le poserai en vidéo et du coup vous aurez directement les réponses. Parce qu'en général si moi je me pose des questions, il y a des fortes chances que vous posez peut-être les mêmes questions aussi de votre côté. Donc je vais essayer le maximum de vous faire partager toute cette petite expérience et cette petite aventure de Nantes vers l'Auvergne, puis vers iCamper, puis vers l'ouest de Marseille pour faire de la plongée. Là, je me suis arrêté pour faire la petite pause, vous savez quoi, et j'ai bien choisi mon emplacement. Donc combien de temps il reste? Je vais voir avec moi. Il reste 1h40, tu vois, j'arrive à 16h30, bah tu vois, là je viens de faire une pause d'un quart d'heure pour vous filmer, parce que non, je devais arriver à 16h15. Donc du coup, bah c'est reparti. Démarre au quart. Et voilà. Alors oui, voilà, je suis sur la réserve, mais en vrai je ne suis pas sur la réserve. En vrai ça fait 114 km que je roule et que j'ai le plein depuis 114 km. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est le bordel de l'éthanol, ça m'a niqué mon truc de capteur d'essence. Mais c'est pas grave, c'est pas très compliqué à réparer et de toute manière, je sais que je peux faire à peu près 400 bornes, donc dès que j'arrive à peu près à 300, je remets du carburant. C'est bon les amis, mission accomplie, on est bien arrivé chez iCamper à Avignon. Donc là on va installer la tente, rencontrer toute l'équipe. Franchement je suis super content de travailler avec cette marque. C'est une grosse joie pour moi de pouvoir continuer sur notre lancée avec ce qu'on a fait sur le Disco Series. Et ensuite partir maintenant sur leur produit phare qui est la tente de toit. Donc on va aller voir ça tout de suite.